Des athlètes olympiques s'injectent des produits pour augmenter la taille de leur dans le seul but d'augmenter leur performance. Et oui, on commence la vidéo comme ça. Donc j'ai décidé d'en parler de suite, comme ça pour ceux qui connaissent déjà l'information, on le passe vite fait. Et pour les autres, ils doivent trouver ça bizarre, mais vous inquiétez pas. Je vous explique tout. C'est le 5 janvier dernier que le média allemand Bild sort un article avec un titre assez explicite, polémique autour d'un pénis lors du tournoi de Fort Hills. Voilà. Alors je précise qu'on parle bien d'une histoire de triche dans une discipline assez impressionnante, le saut à ski. Bild affirme que certains sauteurs à ski auraient eu recours à l'agrandissement du pénis pour optimiser la taille de leur combinaison et ainsi améliorer leur flottabilité en vol. Il faut savoir qu'en saut à ski, la combinaison a une importance majeure et peut influencer directement la portance en vol. Vous savez, un peu comme les combinaisons de wingsuit. Sa taille est fixée en début de saison à l'aide d'un scanner 3D, le tout étant bien encadré. Cependant, quelques athlètes auraient tenté de jouer avec ce système en modifiant temporairement leur Scooby-Doo pour gagner quelques millimètres et ainsi porter une combinaison plus grande. Le docteur Kamran Karim apporte quelques informations supplémentaires. Il est possible d'obtenir un épaississement temporaire et visible du pénis par injection de paraffine ou d'acide hyaluronique. Mais attention, une telle injection n'est pas médicalement indiquée et comporte des risques. Alors, petite précision, le fait que les athlètes essaient de tricher sur la taille de leur teub, pas nouveau. Mais avant, ils préféraient insérer de la mousse ou alors des préservatifs remplis de silicone dans leur slip. Là, on est passé à un autre niveau parce que la Fédé internationale de ski a durci les contrôles avec des mesures électroniques et la présence de personnel médical. Donc, ils ont dû trouver un autre moyen pour arriver à leur fin. Et ouais, qui avait dit que la taille ne comptait pas? Ouais, bon, elle était facile celle-là. Lui, c'est Ryan Wedding. Il est snowboarder professionnel et il est pas trop mauvais parce que son niveau lui permet de se qualifier aux JO d'hiver de Salt Lake City en 2002 afin de représenter le Canada. Mais bon, tout ne va pas se passer comme prévu et il ne va pas vraiment être impressionnant lors de l'épreuve de slalom géant parallèle. Il finira par se classer 24e de la compétition et pas grand monde ne va retenir son nom. Et pourtant, ce début d'année, il y a un paquet d'articles qui parlent de lui. Il y a toujours un lien avec la poudreuse, mais là... c'est pas vraiment celle qu'on trouve sur les pistes. C'est le 23 janvier dernier que l'on va voir ces images. Ryan sort d'un avion escorté par des agents du FBI, après avoir été arrêté dans la nuit à Mexico. Et pour cause, en mars 2025, il était dans le top 10 d'un classement, alors rien à voir avec le snowboard cette fois-ci, il faisait partie de la liste des 10 fugitifs les plus recherchés par le FBI. Avec juste une petite récompense, à la clé, rien, 15 millions de dollars. Alors pour vous expliquer, après avoir arrêté les compétitions, Ryan n'est pas devenu coach, commentateur ou animateur, non. Lui, il a décidé de devenir videur de boîte de nuit, puis a monté un énorme trafic de drogue. Et quand je dis énorme, le gars, il est juste responsable de l'importation d'environ 60 tonnes de cocaïne vers Los Angeles à l'aide de semi-remorques. C'est pas mal, non? Après, c'est pas 60 tonnes de cocaïne, c'est 60 tonnes de cocaïne par an. Je vous laisse imaginer les milliards de dollars qui sont en jeu. Il est considéré comme le plus gros trafiquant ayant importé de la drogue sur le territoire canadien. Ah, et puis il est pas arrêté que pour ça. Il est aussi accusé d'avoir commandité plusieurs meurtres. L'un contre des Canadiens qui voulaient le dénoncer, un autre contre un gang rival qui lui a dérobé de la marchandise, ou encore contre une personne qui n'a pas payé ses dettes. Voilà, je pense qu'on s'est légèrement éloigné de l'esprit olympique, vous savez... Et là, il y a mon micro qui cache, mais en gros, il y a marqué Esprit Coubertin. Avant d'être arrêté, il faut savoir qu'il était depuis 10 ans sous la protection du cartel de Sinaloa, et si ça vous dit quelque chose, c'est juste le cartel qui a pris la suite du cartel de Medellín, porté par un certain Pablo Escobar. C'était d'ailleurs le surnom qui lui avait été donné par le FBI, El Chapo ou le Pablo Escobar des temps modernes. Avec lui, plus d'une trentaine de personnes ont été arrêtées, que cela soit au Canada ou au Mexique, et c'est au final tout un réseau que le FBI souhaite faire tomber. C'est le 26 janvier dernier qu'il a été entendu devant le tribunal de Santa Ana, au sud de Los Angeles. Rendez-vous en mars pour la suite du procès. Bref, c'est pas une histoire liée directement sportivement avec les Jeux Olympiques, mais l'histoire est quand même assez folle et du coup je voulais vous la partager. Et juste pour finir, voyons ensemble la biographie qu'il a sur le site officiel des Jeux Olympiques et vous allez voir, c'est assez lunaire. En 2006, Ryan Wedding a été cité dans un mandat de perquisition visant une propriété à Maple Ridge, en Colombie-Britannique. Soupçonné de culture de marijuana à grande échelle, mais il n'a jamais été inculpé. Cependant, en mai 2010, il a été reconnu coupable d'avoir tenté d'acheter de la cocaïne à un agent du gouvernement américain en 2008 et condamné à 4 ans de prison. On peut dire que le gars, avec sa 24e place, aura quand même marqué l'histoire de son sport et de son pays. Bravo mec. Alors là, j'aimerais revenir sur un moment tragique que j'ai vécu en direct d'ailleurs devant ma télé pendant que je regardais les JO de Vancouver en 2010. Et je pense honnêtement que j'ai pas été le seul qui a été choqué par ces images, que je vais pas diffuser du coup parce que c'est hardcore et vous allez comprendre pourquoi. Et je vais vous parler de l'accident de Nodar Kumaritashvili. Il faisait partie de la délégation géorgienne et le 12 février, jour de la cérémonie d'ouverture, des entraînements officiels sont organisés sur la piste de luge
de Whistler. Comme tous les autres participants, vient son tour et il s'élance. Il faut savoir que cette piste est très rapidement jugée de trop rapide, de trop dangereuse. Tout se passe bien pour lui jusqu'à la dernière portion du tracé. Il perd le contrôle de sa luge, lancée à très haute vitesse. Éjecté hors de la piste, il percute de plein fouet un pylône métallique non protégé. Sa vitesse au moment de l'impact est estimée à près de 140 km/h. Et malheureusement, malgré l'intervention rapide des secours, Nodar décède à son arrivée à l'hôpital. Il avait 21 ans. Alors cette histoire va faire couler beaucoup d'encre et c'est bien normal, même si ce sport est très dangereux, il est quand même possible de minimiser les risques pour les organisateurs. La veille de l'accident, plusieurs athlètes avaient déjà signalé la dangerosité du tracé. La championne olympique Armin Zöggeler avait frôlé l'accident, tandis que la roumaine Violeta Strămaru avait dû être hospitalisée. Et ce ne sont pas des cas isolés, 11 athlètes avaient terminé leur descente sans leur luge, révélant les graves problèmes de sécurité de la piste. Il y aura une enquête suite à l'accident et le magistrat de celle-ci va conclure à un décès accidentel. Alors même que la piste était jugée dangereuse par les premiers concernés, les athlètes. Bon, perso, ça me choque pas, je voyais mal le CEO ou alors les organisateurs des JO de Vancouver être mis en cause, ils sont plutôt assez à l'abri, mais ce qui est marrant, vous m'avez compris, c'est que le coroner Tom Pawlowski, dont la fonction consiste à enquêter sur toute mort subite, a confirmé en substance les résultats des enquêtes précédentes. Mais il termine son rapport de 16 pages par 3 recommandations destinées à améliorer la sécurité sur les pistes de luge. Non seulement à Whistler, où s'est produit le drame, mais partout dans le monde. Il conseille ainsi à la société gérant les sites olympiques de Whistler de procéder à un audit de sécurité de sa piste de luge, et aux dirigeants de la Fédération internationale de luge de course et de la Fédération internationale de bobsleigh et de tobogganing de revoir leurs procédures actuelles d'homologation des pistes et également d'audit de sécurité de celles-ci, y compris en ce qui concerne l'emplacement et la structure des barrières de sécurité. Bon, et tout cela n'est pas un cas isolé. En 1914, à Innsbruck, le skieur australien Ross Milne, 19 ans, s'est tué à l'entraînement en sortant de la piste et en heurtant de plein fouet un arbre. Ce qui avait heureusement amené à modifier le règlement et les homologations de pistes. Et cette année d'ailleurs, en 1914, il y a également un lugeur britannique qui s'était tué lors des entraînements juste avant les JO. Alors, faut savoir que pour préparer cette vidéo, en fait, j'ai listé un peu tous les scandales qu'il y avait autour des Jeux Olympiques d'hiver. Et pour le coup, il y en a certains, ils mériteraient une vidéo à part entière, tellement les sujets sont costauds. Ce que je vais faire, c'est que je vais les aborder rapidement parce qu'ils sont quand même assez connus. Comme pour le plan d'État russe porté par un certain Poutine qui accueillait les Jeux Olympiques de Sochi en 2014. Alors, le but était simple, se doper au maximum pour remporter le plus de médailles. C'est pas une blague, c'est vraiment l'État russe qui a dit on va doper à mort nos athlètes et comme ça, on sera les meilleurs. Esprit Coubertin, tout ça. Bon, on parle pas de 2-3 athlètes, non. Là, on parle de 43 athlètes russes qui vont se faire rattraper et du coup, qui seront disqualifiés par le CEO, etc. Ces sanctions ont juste entraîné le retrait de 13 médailles olympiques. Alors, des sanctions ont ensuite été annulées en appel faute de preuves, mais si on s'éloigne un peu des JO d'hiver, c'est plus de 1000 athlètes russes qui seront concernés entre 2011 et 2015. Et cela aurait impacté plus de 30 sports différents. Petite info d'ailleurs, c'est pour ça que vous ne pouvez plus voir le drapeau russe aux JO. C'est pas seulement à cause de la guerre, mais c'est cette monstrueuse affaire de dopage qui en est également la cause. Autre énorme sujet, la triche qu'on peut voir en patinage artistique, danse sur glace et tout ce type d'épreuves. Comme en boxe, c'est un jury qui donne en partie une note et cela reste à l'appréciation du juge. Donc il est très simple, entre guillemets, d'en soudoyer un pour qu'il vous donne une bonne note. Et malheureusement, ça sera le cas en 1998. On va voir que c'est pas vraiment avéré. Et en 2002, là oui. Donc à Nagano en 1998, en danse sur glace, les Russes remportent l'or devant les Français Anissana et Peisera. Beaucoup dénoncent un possible favoritisme entre juges et des alliances politiques entre fédérations, mais aucune triche n'a été prouvée officiellement. Alors même qu'un juge enregistre un autre juge qui tente de préordonner les résultats, qui seront d'ailleurs, et comme par hasard, les vrais résultats finaux. Ça reste donc une grosse controverse, mais au final, aucune sanction. A contrario de l'épreuve de patinage en couple à Salt Lake City en 2022, cette fois-ci, les Russes gagnent face aux Canadiens Seil et Pelletier, alors que beaucoup les voyaient vainqueurs. Et une juge française admet ensuite avoir subi des pressions pour voter en faveur des Russes dans un possible échange de votes entre fédérations. Résultat, énorme polémique médiatique, la juge va se faire exclure bien évidemment, et fait rarissime, les Canadiens vont aussi recevoir une médaille d'or, et les Russes vont garder la leur. Donc on se retrouve avec deux nations avec une médaille d'or, dans la même épreuve. Un peu bizarre. D'ailleurs, juste petite parenthèse, félicitations à notre couple de patineurs Laurence Fournier-Baudry et Guillaume Cizeron pour leur médaille d'or. C'était juste magnifique. Bon, et puis ça a fait un peu polémique parce que dans le jury, il y avait un juge français. C'est vrai que ces notations étaient un peu bizarres. Bon, et du coup, les Américains sont pas trop contents. En vrai, je peux comprendre. Mais bon, Cocorico, on a gagné. Rendez-vous cette fois-ci en 1980 au JO d'hiver de Lake Placid aux États-Unis. Le monde est encore en pleine guerre froide. Là, les Jeux Olympiques ne seront pas seulement sportifs, ils seront aussi politiques. Et ça, ça va changer un peu la façon dont les États vont utiliser les infrastructures olympiques.
Et oui, le mot infrastructure, j'ai du mal à le dire. Les villages olympiques sont des endroits très particuliers. Ils sont pensés pour loger beaucoup de monde, avec sécurité, contrôle d'accès, restauration collective, transport interne, et j'en passe. Bref, ce sont presque des villes miniatures déjà organisées. Historiquement, ces villages ont souvent été reconvertis. Celui de Berlin en 1936, par exemple, a servi ensuite de caserne militaire. À Munich, après 1972, une partie du village a été transformée en logement résidentiel. Même chose à Montréal après 1976, recyclage en habitation urbaine. Donc l'idée qu'un État récupère le village olympique pour en faire autre chose, c'est clairement pas nouveau. Maintenant, imaginez un pays en 1980 avec des tensions internes, manifestations, opposition politique, climat sécuritaire compliqué. Ajoutez à cela le fait que suite à l'attentat des JO de Munich en 1972, le CIO avait instauré des mesures de sécurité strictes afin de garantir la sécurité de tous les athlètes. Et là, le village devient une option évidente pour devenir une prison. Ouais. Le village olympique de Lake Placid devient l'établissement correctionnel fédéral Raybrook. Officiellement, on parle souvent de réaffectation administrative ou de site sécurisé temporaire, des termes très pompeux qu'on retrouve souvent dans les communiqués de l'époque. Mais concrètement, la transformation va être rapide. Les appartements d'athlètes deviennent des cellules, les zones communes deviennent des postes de contrôle, les caméras et les clôtures remplacent les décorations olympiques. Bon, faut savoir que toute cette idée ne sort pas nulle part. En fait, à la base, le village olympique était créé dans le but de devenir une prison. Je vous laisse imaginer la gueule des cellules. Non. Des chambres. De nombreux athlètes vont même loger en dehors du site olympique parce qu'ils trouvaient les logements horribles. Et symboliquement, ça reste un choc. Parce que les Jeux olympiques ont toujours été présentés comme un symbole de paix, d'unité internationale, de compétition saine. C'était d'ailleurs le maître mot de la cérémonie d'ouverture des JO Milano-Cortina de la semaine dernière. Alors bien sûr, il y a eu des manifestations et des personnes qui ont fait part de leur mécontentement, mais vous doutez bien que cela n'a rien changé. D'ailleurs, le village olympique était prévu de base pour devenir une prison. En fait, ça n'a pas été vu après, c'était déjà dans le cahier des charges imposé aux architectes. Ah, et si vous posez la question, cette prison existe toujours de nos jours. Mais si vous avez l'idée de visiter cet ancien village olympique, comme on peut le faire pour tant d'autres, là, il faudra juste commettre un délit fédéral. Voilà. Moi, perso, je vais aller visiter celui de Barcelone. Il est plutôt cool, tapas, tout ça. Alors juste imaginez que vous avez tellement peur de votre concurrent que vous engagez quelqu'un pour lui exploser la gueule à quelques semaines des JO. Oui, quelqu'un l'a fait. Nous sommes le 6 janvier 1994. Nancy Kerrigan, immense championne de patinage artistique, s'entraîne à Détroit. Elle est en pleine préparation des championnats des États-Unis et surtout, nous sommes à un mois des JO de Lillehammer et clairement, c'est une chance de médaille pour la Team USA. Bref, elle finit son entraînement, sort de la glace et là... Un homme s'approche d'elle et lui assène un énorme coup de matraque au-dessus du genou. Choquée, Nancy tombe au sol et hurle de douleur, cherche le fautif partout, mais c'est trop tard, il s'est enfui. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Seront les mots qu'elle va hurler alors qu'elle est toujours au sol. Bon, déjà, faut pas être enquêteur pour comprendre que c'est quelqu'un qui ne veut pas qu'elle participe aux Jeux Olympiques, qui ont lieu dans quelques semaines, je le rappelle. La question est simple. Est-ce qu'elle peut quand même participer aux sélections américaines? Parce que sans ça, le rêve olympique restera qu'un rêve. Et elle va devoir déclarer forfait. Mais, par miracle, la Fédé américaine de patinage lui accorde une sélection exceptionnelle. Elle était clairement une candidate sérieuse à un podium, et ses performances sur la saison en cours prouvaient bien qu'elle avait le niveau pour y participer. Mais du coup, juste nouvelle question, qui était assez barjot pour engager quelqu'un pour lui casser la jambe, c'est n'importe quoi. De suite, tous les regards vont se porter sur sa rivale américaine, Tonya Harding, qui elle, pour le coup, a pu participer au championnat et va les remporter. Harding, c'est un profil totalement différent de Kerrigan. Style populaire, parcours difficile, personnalité controversée, les deux sont rivales sportivement, mais aussi symboliquement. L'affaire va être portée par le FBI, là, il rigole zéro, et on découvre un complot presque absurde. Tout aurait été imaginé autour d'une simple table de cuisine par le compagnon de Tonya Harding et son garde du corps. Et pour le coup, leurs idées, elles sont franchement délirantes. Sur des enregistrements retrouvés plus tard, ils évoquent par exemple le fait de faire appel à un sniper, les mecs c'était un peu barjot, ou carrément de sectionner le tendon d'Achille de Kerrigan. Finalement, retour à la réalité et faute d'argent, environ $2000, ils engagent un petit délinquant sans grande expérience. Et là, ça vire presque à la comédie noire. Le délinquant oublie sa carte bancaire, rate plusieurs occasions d'approcher Kerrigan, doit au final prendre un bus pendant près de 20 heures pour la suivre jusqu'à Détroit, avant de l'attaquer avec la matraque. Après ça, il se cache dans un hôtel et le FBI n'a quasiment aucun mal à le retrouver. Le 20 janvier 1994, les principaux protagonistes sont arrêtés. Problème. Entre-temps, Tonya, elle a réussi à se qualifier pour les JO. Et avec son avocat, elle va avoir une stratégie plutôt offensive. Alors je vous l'explique, si la Fédé américaine l'empêche de participer aux Jeux Olympiques, elle demande un tout petit dédommagement, puisqu'elle aurait gagné, grâce aux sponsors, etc., de l'argent. $20 millions. Elle demande $20 millions à la Fédé si elle peut pas participer aux JO. Et puis la Fédé, elle est pas débile, ça va jamais passer, elle accepte. Elle accepte qu'elle participe aux Jeux Olympiques.
Alors je vous laisse imaginer le cirque médiatique que cela va déclencher. Nancy Kerrigan et Tony Harding vont représenter ensemble la Team USA, comme si de rien n'était. Et là, c'est la course au scoop. Les journalistes locaux et ceux qui bossaient pour des tabloïds avaient besoin d'images tous les jours, donc ils faisaient des crasses, comme crever les pneus de sa voiture pour avoir des photos d'elle. Des journalistes piratent la boîte mail de la championne, une équipe de télévision japonaise a même fait exprès de déclencher l'alarme incendie de l'hôtel où logeaient les pontes de la fédération pour décrocher une interview de son porte-parole. Le mec est en pyjama à minuit passé, n'importe quoi. Et puis la palme revient quand même aux médias qui ont proposé à Lynn Harris, sosie de Tony Harding, de faire un tour dans le jardin des Kerrigan, juste pour voir s'il se passe quelque chose. Bon, ça devient un vrai feuilleton TV, c'est n'importe quoi, mais la vraie question c'est, qu'est-ce qui se passe sur la glace ? Sportivement, qu'est-ce qui va se passer ? Tonya va terminer seulement 8e de la compétition. Et pour Nancy, c'est une médaille d'argent qui vient conclure cette histoire qui aurait pu être tragique. Bon, et au final, la conclusion, c'est plutôt au tribunal que cela va se dérouler. Tonya sera condamnée à 110 000 $ d'amende et 500 heures de travaux d'intérêt généraux pour sa complicité dans l'agression. Juste, s'il vous plaît, si vous n'êtes pas assis, asseyez-vous et écoutez. Pour payer cette somme, donc l'amende des 110 000 $, elle va pas faire du coaching ou bosser à droite à gauche, non. Elle va avoir une idée, c'est vendre la sextape de sa lune de miel à un magazine porno. Voilà. Classe. Bon, je vous laisse imaginer que sa carrière est ruinée. De toute façon, elle est exclue à vie de toute compétition, ce qui est plutôt normal. Du coup, il faudrait trouver un petit job. Qu'est-ce qu'on a ? Ah ben voilà, nickel. Un tournoi de boxe entre célébrités. Son adversaire, Paula Jones, connue pour avoir porté plainte contre le président Bill Clinton pour harcèlement sexuel. Ouais. Du coup, moi, j'ai même pas de blague pour finir cette séquence. Ça s'auto-suffit. Je vais par là-bas, moi. Salut. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Après, il y a plein d'autres sujets que j'aurais pu aborder, comme le fait qu'en Chine ou le prochain JO en Arabie Saoudite soit une catastrophe écologique et humaine. Peut-être que j'en parlerai au moment voulu. J'ai aussi découvert plein d'histoires plutôt cool pour agrémenter cette vidéo, mais ça collait pas vraiment. Et puis d'ailleurs, il y avait une histoire de Eddie the Eagle qui a été faite par Matt. Matt se fait des films sur sa nouvelle chaîne et la vidéo est plutôt cool. Donc en vrai, je vous incite à aller la voir. Quant à nous, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu et je vous dis à très bientôt.